Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, le cher invité et professeur Monsieur Hassan Gueye. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue et vous remercier chaleureusement au nom de toute l'équipe du LASPAT d'avoir répondu favorablement à notre invitation à ce troisième numéro du cycle de séminaires Samoussuni Donné, initié par le laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora, de l'ASPAT de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, dans le cadre de son programme dénommé ProDP Africa. Je réponds au nom d'Abdoulaye Sissé. Je suis doctorant en droit privé à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je suis également allocataire de recherche au LASPAT et mes travaux tournent globalement autour de la problématique relative à la protection des données à caractère personnel. J'ai aujourd'hui l'immense plaisir de modérer cette discussion. Pour rappel, le programme ProDP Africa a été lancé en février 2022. Ce programme de recherche pluridisciplinaire à visée continentale piloté par le LASPAT de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis en partenariat avec Open Society Foundation, a pour ambition de renforcer la protection des données à caractère personnel en Afrique vers un système globalement harmonisé et efficient. C'est d'ailleurs dans cette logique qu'est née l'idée d'initier ce cycle de séminaires sur les défis et enjeux relatifs à la protection des données à caractère personnel. Le premier numéro du cycle de séminaires a porté sur une leçon introductive à la donnée, notamment à la donnée à caractère personnel, et le second sur l'actualisation de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, dite Convention de Malabo. Aujourd'hui, nous aurons l'opportunité et la chance d'aborder une thématique nouvelle intitulée Cybersurveillance et protection des données à caractère personnel. C'est une thématique d'une actualité et d'une importance non négligeable. Le 19e siècle est marqué par un changement de paradigme en matière sécuritaire. Avec l'avènement des nouvelles menaces liées au terrorisme, à la cybercriminalité et autres, les États sont passés de politiques de défense nationale marquées par une certaine passivité à des politiques de sécurité nationale centrées sur l'anticipation et la neutralisation des menaces avant qu'elles ne prennent forme. Bien sûr, le leitmotiv d'une telle approche reste le renseignement. Il constitue l'élément clé sur lequel reposent les politiques de sécurité nationale. C'est ce qui explique un peu la création et le renforcement des services de renseignement un peu partout dans le monde. À titre illustratif, nous avons la Délégation générale au renseignement national au Sénégal, la DGSE et la DGSI en France, sans oublier la NSA aux États-Unis qui reste l'une des agences les plus connues. Eu égard à tout le travail qui a été abattu au fil des années par ces structures, on serait fondé à ne pas douter de l'importance de telles entités dans la lutte contre la criminalité nationale et transnationale galopante, mais également dans la sécurisation des populations dans le contexte que nous connaissons maintenant. Toutefois, il faut reconnaître que les activités menées par ces entités et services ne sont pas exempts de dérives, notamment en ce qui concerne les droits fondamentaux des citoyens, notamment le droit au respect de la vie privée, qui fait l'objet d'une protection particulière dans les États dits démocratiques. En effet, ce qui s'est passé dans l'affaire Edward Snowden en 2013, ou bien plus récemment dans l'affaire Pegasus en 2019, ce logiciel espion israélien peut en témoigner très largement. En réalité, les États déploient de gros moyens technologiques et autres pour surveiller massivement les populations sous prétexte d'assurer la sécurité nationale, souvent sans encadrement juridique dédié. Dans d'autres États, même si cet arsenal juridique existe, force est de constater que souvent ces dérives persistent encore. Mais au-delà des entités gouvernementales, il y a aussi des entreprises privées qui déploient ces moyens technologiques de surveillance pour des objectifs marketing ou économiques qui ne respectent pas forcément le droit au respect de la vie privée. Donc, c'est tout cela qui fait la complexité et l'importance du sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec M. Hassan Gueye. Comment trouver le bon équilibre entre impératif de sécurité et respect de la vie privée des citoyens, entre objectifs marketing ou économiques et respect de la vie privée des citoyens. Mais avant cela, M. Gueye va d'abord nous en tenir par rapport à ces questions. Qu'est-ce que la cybersurveillance? Quelles sont les sphères d'application de la cybersurveillance? Quels sont les principaux acteurs de la cybersurveillance? En quoi la cybersurveillance peut-elle porter atteinte au droit à la vie privée et aux données personnelles? Comment les citoyens peuvent-ils se protéger contre ces pratiques? Je rappelle que M. Gueye est enseignant, chercheur au département de technologie d'information et de communication à l'université Alioune Diop de Bombay. Il est actuellement co-directeur de l'initiative SILAB Africa, un centre africain de cybersécurité, et directeur du labo OpenZ Digital Public Infrastructure Network à Carnegie Mellon University Africa au Rwanda. Dr Gueye a obtenu son doctorat en sécurité des systèmes de communication à l'université de Berkeley en Californie
et son diplôme d'ingénieur en système de communication à l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse. Auparavant, le Dr Gueye a dirigé l'équipe de recherche TIC4Dev, technologie de l'information et de la communication pour le développement à l'université à l'UNJOB de Bombay. Il a servi en tant qu'expert pour la consultation technique de l'OMS sur la sécurité des technologies numériques dans la santé. Dr Gueye est actuellement membre du groupe d'experts de l'indice de santé numérique en Afrique et membre du groupe de travail technique sur le cadre de garantie universelle des infrastructures publiques numériques des pays aux Nations Unies. Je vous demande donc de le suivre avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Monsieur Gueye, vous avez la parole. Merci. Merci Abdoulaye, c'est une très excellente introduction et merci de l'invitation. C'est un très, très, très grand plaisir d'être là avec vous et je remercie Penda qui a été à l'origine de tout ça. Donc, peut-être que pour commencer, est-ce que vous voyez mes slides? Oui, on voit très bien, prof. D'accord, d'accord. OK. Donc, merci Abdoulaye pour la présentation encore et merci tout le monde d'être là. J'ai bien compris que cette session est censée être une discussion donc entre nous-mêmes. Donc, ce que j'ai fait, c'est sur la base des questions que Abdoulaye m'avait envoyées. J'ai préparé un certain nombre de slides, juste, je dirais, pour stimuler le débat. Je voudrais que ça soit plutôt donc, une discussion, un dialogue et pas un monologue. Donc, je vais essayer d'aller très vite sur mes slides et on va réserver donc la plus grande partie du temps pour la discussion. Je m'excuse, je suis très biaisé au corrupt par les anglophones, donc souvent je parle en franglais. Vous m'excusez en avance. Anyway, vous m'excusez d'être il y a un franglais. OK, donc je vais parler un peu sur la cybersurveillance et les données à caractère privé, la vie privée des populations. La vie aujourd'hui, c'est transférée sur l'espace cyber, en tout cas une bonne partie de notre vie se passe sur l'espace cyber et c'est là où se trouvent nos problèmes. Donc je vais illustrer ça avec quelques exemples, mais voici donc le résumé de ma présentation. Je vais commencer par discuter un peu de c'est quoi la cybersurveillance, juste pour être sûr que nous sommes sur la même page pour le débat. Je ne suis pas en train de dire que je vais donner la définition de la cybersurveillance. En fait, on a cette image en cybersécurité où on demande à plusieurs pays, c'est quoi la cybersécurité d'une manière générale, on nous donne plusieurs réponses. C'est la même chose pour la cybersurveillance. Donc, je vais juste stimuler le débat autour donc, de la définition. Après, on va parler de qui est en train de surveiller et pourquoi. Ça, c'est important aussi. Et en utilisant des exemples réels donc, qui se sont passés dans les années, dans cette année et les années qui sont passées très récemment. Après, donc, la cybersurveillance et la vie privée. Je vais essayer d'illustrer que ça, c'est un challenge parce que, on a besoin peut-être, j'essaierai d'argumenter qu'on a besoin un peu de surveillance, mais aussi en faisant ça, on a les risques vraiment d'aller dans la vie privée des citoyens. Et après, pour la question, qu'est-ce que les citoyens doivent faire? euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup de guides sur l'Internet à travers les conférences. Je ne vais pas aller trop loin dessus, mais peut-être pendant la discussion, je pourrais revenir pour donner quelques conseils pratiques. Donc, ça, c'est le résumé de la présentation. Donc, on va commencer sur c'est quoi la cybersurveillance. Peut-être enlevons donc le préfixe cyber et parlons de la surveillance. Je pense que c'est un mot très connu où on essaie de collecter donc des informations et les analyser pour un but donné. Ok. Donc, la surveillance se fait avant
l'avènement donc de l'Internet, la surveillance se faisait toujours les populations, les hommes, les gouvernements ont tout le temps fait de la surveillance pour des raisons de sécurité ou d'autres raisons. Donc, ce que donc le mot cyber ou l'Internet ou l'espace cyber dans lequel nous vivons, ce que ça amène, c'est une capacité d'analyse beaucoup plus grande des données qui sont beaucoup plus volumineuses, une capacité de processer, donc de faire des calculs qui est beaucoup plus grande. Tout ça combiné nous permet des choses extraordinaires. Donc, la notion de frontière n'existe plus dans l'espace cyber et même le temps même je dirais, abstract dans l'espace cyber. Donc, la surveillance aujourd'hui, c'est vraiment de la cybersurveillance où on utilise bien sûr les méthodes traditionnelles où l'être humain, comme on voit ici, est dans la boucle, mais on utilise beaucoup les nouvelles technologies comme les caméras de TV en fait, qu'on connaît, les IoT qu'on déploie à travers partout, les drones, les satellites bon, donc d'autres. Donc, cybersurveillance, donc en tout cas, chez nous, on va juste dire que c'est l'utilisation de l'espace cyber avec tout ce que ça donne pour nous permettre de faire ce que nous faisions avant, mais avec une capacité beaucoup plus exponentielle. Maintenant, qui fait la cybersurveillance et pourquoi? Donc, j'ai essayé, en tout cas, de catégoriser les acteurs. Je les ai mis dans euh, 5 catégories, si je m'abuse. Premier, c'est les États. Les États font de la cybersurveillance, de la surveillance en général pour des raisons de sécurité, que ce soit la sécurité nationale ou donc la sécurité vue à l'échelle internationale. Je vais partager quelques exemples dessus. Bien sûr, je pense que Abdoulaye, dans son introduction, parlait un peu des business. Aujourd'hui, dans l'industrie donc, de la surveillance, avec tout ce qui les GAFAM, les big tech qui ont une capacité de collecter des informations sur les individus, une capacité énorme et qui utilisent ça maintenant à des fins de business. euh, pour les clients, les potentiels clients, donc surveillance sur les compétiteurs, mais aussi surveillance sur leurs propres employés. Et aujourd'hui, puisque la vie s'est transférée sur l'espace cyber, il y a un service, un nouveau service qui est offert aux populations. Aujourd'hui, c'est le service de surveillance où, par exemple, des compagnies nous offrent le service de monitorer, par exemple, notre profil dans l'espace cyber et le profil des entreprises, le profil des pays et so on. Je vais y revenir plus tard. L'autre aspect ou donc les autres acteurs de la cybersurveillance, c'est bien sûr vous et moi, donc les individus et la société civile. En quoi ils font, donc ces individus et la société civile font de la cybersurveillance? C'est qu'il y a beaucoup qui utilisent les informations qui sont donc disponibles sur l'espace cyber pour maintenir, je dirais, balance, check and balance. Donc, pour contrôler ce que les gouvernants font. Je pense que dans cette audience, on a des membres de la société civile, ils pourront parler de ça later. Et bien sûr, et ça c'est donc l'aspect qui est le plus parlé quand il s'agit de cybersurveillance, c'est les criminels. C'est les criminels qui utilisent donc ce qui est disponible pour faire de la surveillance sur tout le monde, sur les pays, sur les business, sur les individus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager avec vous quelques exemples pour illustrer donc, qui sont ces acteurs, pourquoi ils font
donc la cybersurveillance, en tout cas à quelle fin, et en même temps, je vais souligner les challenges que Abdoulaye a mentionné un peu au début, donc dans sa présentation, que quand on veut cybersurveillance et vie privée, c'est un grand challenge et j'essaierai de vous donner quelques exemples. Pourquoi c'est difficile, en tout cas pour nous qui sommes donc dans l'aspect technologique de la sécurité, c'est un problème qu'on n'a pas encore résolu et je ne pense pas qu'on a une solution pour ça. Donc, le reste de mon talk, c'est vraiment d'aller sur quelques exemples pour illustrer donc, ces aspects donc, de surveillance, qui surveille, à quelle fin et quels sont les challenges. Je vais commencer par donc, les États. Comme on a dit, les États font beaucoup de surveillance. Les États font beaucoup de surveillance. On va commencer par la surveillance à l'échelle internationale. Pourquoi? Je ne sais pas si nos amis, en fait, ceux qui sont là, on a vu l'art de la guerre de Sun Tzu, qui parlait de pour gagner une guerre, il faut connaître son ennemi et so on. Donc, les États ont besoin d'informations sur les autres États euh, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de vouloir dominer le monde. C'est une réalité. Et c'est un sujet très controversé. Donc, je ne vais pas aller dans la controverse, mais je vais juste vous donner un exemple. Je ne sais pas si, euh, en tout cas, il y a des gens qui travaillent dans les ambassades, mais pendant des décennies, euh, je dirais la majorité des ambassades dans des pays utilisaient une technologie de cryptographie pour, pour donc communiquer de manière quote unquote confidentielle entre le pays et les ambassades. Et cette technologie était en tout cas vendue par une entreprise qui s'appelait Crypto AG, qui était quote unquote une entreprise suisse. Mais donc en 2020, on s'est rendu compte que en réalité, c'était une entreprise qui a été mise en place par la CIA. Donc pendant des décennies, à travers donc cette technologie, la CIA était capable donc de faire la surveillance sur toutes les communications entre les pays et les ambassades, leurs ambassades donc dans le monde. Ce qui leur donnait, comme je disais, un avantage sur d'autres. Et je pense que quand il s'agit de dominer le monde, ça a contribué beaucoup à la dominance américaine sur le monde. Donc, surveillance au niveau international à des fins très claires de dominer le monde, d'avoir plus d'informations que tout le monde. Ça, c'est un cas très controversé. Peut-être on peut en discuter plus tard, donc de surveillance à l'État, donc au niveau des États. Au niveau national, les États font de la surveillance vraiment pour servir les populations, pour la protection des populations, pour la sécurité nationale, les États font de la surveillance. Et on en a vu, hein, la police a ses services secrets qui aident aussi par exemple, prévenir donc des catastrophes ou en tout cas des crimes parce qu'ils font de la surveillance. Et aujourd'hui, avec les technologies, ça nous permet de faire beaucoup plus. Par exemple, cet exemple en Inde, où donc il y avait beaucoup d'enfants qui sont disparus, en tout cas qu'on n'a plus vus, et ils ont mis donc des caméras de surveillance avec de la reconnaissance faciale. Et avec ça, on a pu retrouver plus de 3000 enfants donc, qui étaient en tout cas déclarés disparus. Donc, la surveillance pour le bien des populations. Par contre, ce n'est pas tout le temps le cas. Donc, il y a aussi la surveillance à des fins de réprimande, pour en tout cas euh, mieux contrôler les populations
Et ça, par exemple, les défenseurs des droits de l'homme sont très préoccupés à ce type de surveillance où les États, surtout quand c'est un État, en tout cas, qui n'est pas très démocratique, maintenant, les États ont la main sur leur population et qui peuvent contrôler tout ce que les gens font. Et on a vu ça il y a certains pays où vraiment l'espace cyber est très contrôlé. Et une des raisons, c'est pour pouvoir mieux surveiller les populations. Donc, la surveillance pour le bien, la surveillance à d'autres fins. Mais, challenge. Les technologies aujourd'hui qu'on utilise pour la surveillance ne sont pas tout à fait prêtes. Et on a vu donc des exemples. Ça, c'est un cas donc, qui s'est passé très récemment. J'ai parlé de la police qui utilise la reconnaissance faciale pour faire la surveillance et en tout cas pour retrouver des criminels ou des gens qui ont été victimes de crimes. Euh, Ces exemples-là se sont passés donc aux États-Unis. Il y a donc Randall, c'est quelqu'un qui a été donc arrêté et donc qui a passé une semaine en prison pour un crime dans un État qu'il n'a jamais visité. L'autre, c'est donc une personne qui a été euh, arrêtée parce que en utilisant la reconnaissance faciale, les algorithmes ont montré que c'est cette personne-là qui a volé une voiture alors que c'était une femme enceinte qui n'était même pas sur des dispositions pour conduire. Le dernier, c'est aussi quelqu'un qui a été accusé de vol parce que les algorithmes ont montré que c'est cette personne qui est entrée dans une boutique pour voler des montres alors que pendant la période, l'instant où il y avait le vol, c'est une personne qui était en train de conduire pour rentrer chez elle. Donc, on voit que la surveillance, en tout cas pour le bien, ça existe à d'autres fins, mais technologiquement, on a des challenges aujourd'hui sur l'utilisation donc des technologies émergentes pour pour la, euh, pour la surveillance. Donc, ça, c'est juste quelques exemples de surveillance par les États. Je vais passer sur la surveillance pour les business. Euh, Bien sûr, toutes les plateformes de social media se sont fait, en tout cas, un très bon business sur la publicité. Targeted advertisement, la publicité ciblée. On étudie le profil de Hassan pour lui envoyer la bonne publicité. Et pour faire ça, il faut quand même une certaine surveillance sur Hassan. Qu'est-ce qu'il veut? Où est-ce qu'il va? Quels sont ses centres d'intérêt? Et so on. Donc, ça, c'est bien pour le business, en tout cas. Et les big tech se font beaucoup d'argent jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est bien pour les populations? Ça, yes and no. Yes and no, je commence par Google. Google a grandi, nous donne beaucoup de choses, en fait, aujourd'hui. Ok. Mais, et donc, commençant par, voilà, Chrome, le mail, Google Drive, Google Photos, la navigation, tout ça, c'est bien pour les populations. Mais tout ça est aussi utilisé par Google pour connaître sur nous des choses que peut-être que nous ne connaissons pas. Donc, il y a une très grande question sur où se trouve la limite entre le gain, parce que there is no food, no free lunch ici. So, on nous donne ces technologies for free, donc, mais le prix qu'on paye, c'est ces données-là que nous donnons. Donc, c'est bien, c'est pas bien. En tout cas, c'est clair que c'est bien pour les business, pour les populations. On va débattre plus tard. Un autre exemple, j'aime bien cet exemple, c'est assez vieux, c'est assez passé vers 2015, mais on en parle toujours. Ça, c'est l'histoire d'une jeune adolescente euh,
que les parents ont porté plainte à Target. Target, c'est donc une chaîne, en tout cas, c'est une grande boutique qui vend beaucoup de choses, inclus des habits. Donc, les parents, à un moment donné, ont constaté que Target a envoyé des publicités de femmes enceintes à leurs adolescentes. Et mieux encore, à un moment donné, Target commençait à envoyer des publicités de bébés et de bébés féminins. Donc, non seulement Target avait une idée que la fille était enceinte, mais Target savait même qu'elle était enceinte d'une fille. Donc, quand les parents ont vu les publicités qui venaient, donc en tant que parents, ça les a choqués. Donc, ils ont porté plainte contre Target. Et c'est pendant le procès qu'ils se sont rendus compte que la fille était effectivement enceinte. Et comment ça, c'était possible? Parce que Target avait une surveillance ciblée sur la fille. Target contrôlait tous les mouvements de la fille, par exemple sur le site web. La fille a commencé à un moment donné à chercher des informations sur les tests de grossesse. Après, elle commence à chercher des informations sur femmes enceintes, les habits à mettre. Après, elle commence à chercher des informations sur des habits de bébé. C'est comme ça qu'en utilisant maintenant des algorithmes donc de prédiction, Target a conclu que ça doit être une femme enceinte et ils ont commencé à envoyer la publicité. C'était une très, 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 très longue histoire, mais ça donne une idée de la surveillance en tant que business. Et qu'est-ce que ça peut faire? Parce qu'ici, on a un cas où les parents apprennent la pregnancy, donc que la fille est enceinte, bien après une entreprise privée. Donc, peut-être on peut revenir sur ça plus tard. Euh, Encore comme business, euh, ça c'est intéressant. Ça c'est une étude que nous avons fait au niveau de notre lab où on est allé sur les mobiles, donc les applications que nous installons sur nos téléphones, vous et moi. Et donc, dans les applications, les gens de droit sont là. Il y a les fine prints. Chaque fois, avant d'installer, il y a un document qu'on nous envoie, qu'on est censé lire et dire OK ou agree ou d'accord. Donc, dans ce document, il y en a qui disent nous ne collectons pas des informations privées. Et ces informations privées peuvent être vos contacts, vos emails, où est-ce que vous êtes, les messages que vous envoyez, ce que vous faites sur votre téléphone, tout. Donc, on a étudié deux choses. Parmi donc, ce groupe d'applications, les applications qui disent dans les fine print qu'on ne collecte pas d'informations. On est allé tester est-ce qu'effectivement ils collectent ou pas. Donc, les applications, elles collectent ou pas. L'autre question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ces applications partagent ces informations qu'elles ont collectées avec d'autres, donc des parties tierces. Donc, on a fait cette étude, on a testé un certain nombre d'applications. Donc, ça, c'est le résultat pour les applications qui disent qu'ils ne collectent pas, mais en réalité, ils collectent. Donc, parmi ces applications qui disent qu'on ne collecte pas, on voit que donc, il y a une bonne partie qui collecte nos informations. Il y a à peu près la moitié qui disent qu'ils ne collectent rien alors qu'ils collectent. Après, parmi ceux qui collectent, donc ceux qui ont déclaré qu'ils collectent, est-ce que ces applications partagent avec d'autres, donc des parties tierces? Est-ce qu'elles vendent nos informations à d'autres entités? Voici les résultats. Donc, en réalité, bon, il y a une bonne partie qui ne partage pas, mais il y a un grand nombre qui partagent, à peu près 20%, et il y a un grand nombre pour lesquels on ne sait pas. Vraiment, c'est louche. Donc, voilà aussi une autre manière d'utiliser nos informations, les informations privées dans le business. Donc, je continue un peu.
Je parlais de surveillance as a service. Ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis, il y a des entreprises qui sont nées dans la préparation, par exemple, d'interviews. Que si aujourd'hui l'ASPAD veut recruter, il va d'abord consulter une entreprise qui va donner les informations, en tout cas tout ce qui est disponible sur le web à, à propos des candidats. Ces informations sont channel to l'ASPAD par des entreprises privées. Donc, il y a des entreprises où leur job, c'est ça. Il y en a qui vous disent, écoutez, moi, je fais de la surveillance pour contrôler votre profil online, pour être sûr que online, comment on décrit Hassan, c'est vraiment Hassan. Donc, ça, c'est un service qu'on vend aujourd'hui, bien pour les populations. Je ne fais pas de la publicité. On voit ici les couleurs, mais des entreprises aujourd'hui aussi le font, non seulement pour les populations, mais pour d'autres entreprises. Parce que le branding, donc le profil en ligne est important. Si aujourd'hui une entreprise est passée par, et pour être une entreprise qui finance la pédophilie, par exemple, ses actions en bourse tombent. Donc, toute information qui essaie de taxer l'ASPAD comme une entreprise qui euh, sponsor donc la pédophilie n'est pas bon pour l'ASPAD, donc d'où ce service-là qui existe. L'autre chose que j'ai un peu mentionné, c'est que les populations et donc la société civile ont la possibilité aujourd'hui de faire de la surveillance sur les États parce que l'information est disponible et donc on a juste besoin de mettre en place les algorithmes qu'il faut pour voir est-ce que, par exemple, les États sont en train de faire ce qu'ils nous ont promis. Est-ce que les entreprises qui sont installées au niveau donc, de notre zone sont en train de respecter leurs responsabilités civiles et autres. Donc, la surveillance est aussi possible pour les populations. J'ai mis cet exemple au Bénin où il y a donc une plateforme qui permet de voir est-ce que donc l'État est en train de bien faire dans l'espace de l'éducation. Donc, ça, c'est quelques exemples de, de surveillance, je dirais, en tout cas pour des acteurs, je dirais, légaux. OK? Même si quelquefois le but peut être controversiel, mais ce qui pose le grand problème, c'est les criminels. Et la réalité, c'est que toutes les technologies que nous utilisons aujourd'hui pour faire de la surveillance pour le bien, ces technologies sont aussi disponibles pour les criminels. Donc, j'ai partagé une vidéo pour montrer un peu donc, un exemple d'utilisation de la surveillance. Ça, ce n'est pas des criminels, mais potentielle utilisation de la surveillance par des criminels. Donc, je vais laisser peut-être Abdoulaye et notre technicien de montrer la vidéo. On va juste montrer quelques minutes et après, je vous dirai d'arrêter. Donc, story that's just come out this week of two Harvard students in the US who've hacked Meta's Ray-Ban glasses in order to turn them into makeshift facial recognition systems, right? So all you have to do is look at someone and it will pull up information on that person about who they are, where they live, what their phone number is, and a lot more. Take a look. We built glasses that let you identify anybody on the street. The information a tool collects from just a photo of your face is staggering. To use it, you just put the glasses on, then as you walk by people, the glasses will detect when somebody's face is in frame. This photo is used to analyze them, and after a few seconds, their personal information pops up on your phone. Hi, ma'am. Wait, are you Betsy? Oh, okay. I think I met you through like the Cambridge Community Foundation, right? Yeah. It's great to meet you. I'm Kane.
Now, you might be wondering what that's got to do with artificial intelligence. Like with many applications, it's just making things easier and faster. A lot of this technology was already available, but what they've done is basically create a system which essentially takes a photo of someone's face, and then it uses the internet to search for that face and pulls up lots of URLs. And then those URLs are fed into a large language model, which passes through all of those different web pages and pulls out all the personal information and connections it can possibly find to bring up a profile of this person. Now, if you think you're safe from this because you don't put your personal information like your phone number and your address online, well, unfortunately, there have been a lot of big leaks and hacks over the years that have caused lots of people's personal information to be put into databases on the internet, and it does use some of these databases as well. So it just shows how powerful the use of AI can be when applied to something like this. Meta has told 404 Media that this is a breach of their terms of service, but it's just more evidence for people who are calling for more regulation on something like virtual reality systems. The tech itself keeps getting more and more sleek. We've seen 2 weeks ago, Meta announced its project prototype Orion, which are the most Je pense que c'est bon. OK, merci. Je vais repartager. Donc, juste pour résumer, donc ça, c'est Meta a mis en place donc, des lunettes intelligentes qui nous donnent ce qui est un peu la réalité virtuelle. Et ces lunettes donc, ont été utilisées par des étudiants de Harvard où donc, quand ils vous regardent, on essaie d'identifier donc, la face de la personne, le visage, et à travers le visage, on va aller maintenant sur toutes les bases de données disponibles sur l'Internet pour trouver toutes les informations par rapport à cette personne. Donc, je regarde Penda et j'ai toutes les informations par rapport à Penda. Donc, ça, c'est un cas de surveillance où c'était un exemple, donc, en tout cas, de white hacking, mais c'est très possible avec donc, des criminels. Donc, je vais continuer. Pourquoi maintenant ça, c'est challenge? Pourquoi c'est problématique donc de garantir une vie privée pendant donc, avec la surveillance? Le premier problème, je pense, c'est nous, individus. Nous avons mis nos informations sur l'Internet. Personne ne nous a demandé de le faire. Nous partageons happily toutes les informations que nous avons avec les statuts, avec tout ce qui est social media. On les met là-bas. Donc, nous sommes le premier problème. Et c'est pourquoi, donc je ne sais pas s'il y a des gens qui font la sécurité et les attaques. La première étape d'une attaque, c'est la reconnaissance. C'est essayer de collecter des informations sur les cibles. Et donc les go-to place pour ça, c'est social media. On va essayer de trouver toutes les informations sur tous les employés de la SPAD sur les social media et on va essayer de commencer par un phishing, par exemple, de les envoyer un email pour leur faire quelque chose. On va y revenir peut-être plus tard. Donc ça, c'est les personnes. Nous mettons nos informations là-bas. Personne ne nous a demandé de faire, mais nous le faisons quand même. L'autre chose, c'est que nous partageons aussi nos informations à des entités pour des besoins donc, de services et autres. Et ces entités-là ne sont pas tout le temps capables de protéger nos informations. Donc, ce que nous avons fait au niveau de notre lab tout récemment, c'est que nous sommes allés sur tous les services des gouvernements en Afrique. Donc, en tout cas, tout ce qui est public facing. Sans faire donc, des attaques intrusives, on a essayé de voir quelles sont les différentes vulnérabilités qui existent, quelles sont les informations qui peuvent être collectées donc, sur les populations. Je vous donne juste quelques exemples des résultats, ce que nous avons trouvé. Donc, je ne mets pas ici les pays. Donc, ce qui est en noir, c'est un pays. Donc, dans un des pays, nous avons trouvé un fichier, donc archive
très, très sensible, où il y avait donc les scans des cartes d'identité, des CV des personnes, les transactions financières que ces personnes ont fait, les reçus, des photos, beaucoup, beaucoup de choses sur un site d'un gouvernement d'un pays en Afrique. Ce qu'on a vu aussi sur un autre, c'est que la plateforme même permettait d'accéder. Et ça, c'est intéressant parce que c'était une plateforme donc du système judiciaire où les cas criminels sont stockés. Et on pouvait voir tous les cas et tout ce qui était en train de faire sur les enquêtes, donc ce que la police et les enquêteurs étaient en train de collecter sur ces informations, toutes les procédures ou en tout cas tous les résultats des investigations dans un pays, ici en Afrique. On a aussi essayé d'aller voir juste quelles sont les informations privées parce que des personnes sur d'autres plateformes. Par exemple, quelquefois, on nous demande de déposer des documents pour l'éducation, je sais pas, pour avoir une bourse, pour un travail, et so on. On a fait ça et on a vu, par exemple, sur un des sites où ça demandait, par exemple, quand on veut déposer un dossier pour faire un travail, appel d'offres, réponse à appel d'offres, et toutes les informations sur les réponses sont disponibles pour aller vite. Dans un autre cas où c'était pour l'éducation, où on faisait donc, enfin, c'était des applications de bourse et autres, toutes les informations des applicants, des étudiants, pouvaient être collectées, juste parce qu'il y a une vulnérabilité sur le système. Donc ça montre que non seulement les populations donnent leurs données de manière happy, mais aussi ceux qui sont censés donc protéger ces données parce qu'ils en ont besoin. Donc, peut-être que plus tard, on peut parler donc, des data protection law. Il y a les data processors, les data collectors, donc ceux qui collectent, ceux qui processent, et ceux qui gardent les données. S'ils ne savent pas les protéger, on est toujours en risque. Donc, la surveillance est beaucoup plus facile pour les gouvernements, mais aussi pour les criminels. Donc ça, c'est juste quelques exemples. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'ai pas voulu aller trop dans ces détails. Peut-être on peut discuter de ça dans donc la phase de discussion. Mais il y a énormément de ressources aujourd'hui sur le net où on tape juste Protecting your private life. Il vous donne des tips à ne pas finir. Le problème, c'est pas que ces tips-là manquent. Le problème, c'est l'utilisateur même, nous-mêmes nous avons un comportement qui ne nous aide pas à protéger nos informations. Mais j'ai parlé donc des utilisateurs qui essaient de protéger et donc en tout cas des data processors, d'autres entités qui prennent les données et qui ne sont pas capables de les protéger. Pour Pour un État, c'est important. De la même manière qu'on essaie de garantir la sécurité et la vie privée des populations dans l'espace non cyber, c'est la même chose qu'on doit garantir donc ceci dans l'espace cyber. Et ça, c'est pourquoi dans tous les pays, aujourd'hui, on a des entités, on a des agences qui sont en charge de la protection des données donc des populations. Et Abdoulaye parlait donc de la Convention de Malabo qui fixe les grandes lignes pour la protection des données des populations en Afrique. Et le Sénégal donc, fait partie, je pense, des signataires. En tout cas, le Sénégal a mis en place donc, la CDP qui se charge donc, de la protection des données. Il y a beaucoup de travail à faire dans ce sens-là. Nous travaillons aujourd'hui sur l'applicabilité donc, de la convention, surtout de manière technique au niveau de notre lab. Mais bon, ça, ce n'est pas donc, le sujet de la discussion aujourd'hui. Je voulais juste dire que les populations elles-mêmes ne sont pas seules, ne seront jamais capables de se protéger. Donc, il faudra que les États mettent en place
des garde-fous. Et ça parle de l'intersection entre la technologie et la société et la régulation. La technologie seulement va nous mener là où il ne faut pas. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc la technologie doit être accompagnée par les sciences sociales, par les sciences politiques, pour que, comme on dit, globalement, on fait le bien et pas le mal. Donc c'est ça ce que j'avais pour le moment, Abdoulaye. Donc je laisse le floor peut-être pour une discussion open. Euh, je serais ravi de, je ne dirais pas répondre à des questions, mais de donner mon opinion sur des sujets qui seront donc en tout cas soulevés pendant la discussion. Abdoulaye, je te rends le floor. D'accord, prof. Tout d'abord, on vous remercie pour la qualité de la présentation. C'est une présentation chiffrée et sourcée sur la cybersurveillance de manière générale. Pour le moment, nous avons quelques questions sur le chat. Je peux peut-être vous les lire en attendant que d'autres personnes puissent réagir. Donc, Lire les une questions et question sur la yes. différence entre la cybersurveillance et la cybersécurité. OK. La surveillance, donc, c'est, comme on a dit, l'utilisation des outils technologiques pour faire de la surveillance. OK. La cybersécurité, c'est une branche de l'informatique qui s'active autour de la protection des systèmes informatiques. Donc, la sécurité des systèmes informatiques. Comme j'ai dit, la définition peut être controversielle. Je suis sûr que certains pourront me dire, c'est pas ça, mais ça, c'est la différence. Surveillance, on utilise pour surveiller ce qui se passe. La cybersécurité, c'est vraiment une branche de l'informatique qui essaie d'analyser les problèmes de sécurité et de design et d'appliquer des solutions à ces problèmes-là pour la protection des systèmes informatiques d'une manière générale. D'accord, prof. Merci beaucoup. Une autre question. Quels sont les types de données collectées par les géants du numérique? J'invite les participants vraiment à donner leur avis, mais les géants du numérique, tant qu'on n'est pas allé à l'intérieur, c'est très difficile de dire qu'est-ce qu'ils collectent. Ce qui est sûr, par exemple, en observant, on sait que Google collecte la localité où je suis. C'est parce que sur votre je sais pas, ordinateur, dès que vous voyagez, vous arrivez dans un autre pays, vous voyez déjà des messages. En fait, si même vous utilisez Google, la langue change. Donc la, la localité, tout ce qu'on fait comme search aujourd'hui, Google collecte. Google sait que Hassan a cherché sur la surveillance euh, aujourd'hui. Donc, toutes ces informations collectent. Il y en a qui sont, en tout cas, qui s'arrêtent à un moment donné. Il y en a qui cherchent autant que possible. Donc, je dirais, tout ce que vous ne voulez pas que ça soit collecté, il ne faut pas le faire. Une autre question. Est-ce que nos discussions sur WhatsApp sont sécurisées, professeur? À la discussion sur WhatsApp, donc WhatsApp promet qu'il y a donc la communication est chiffrée entre mon téléphone et votre téléphone. Ça, c'est WhatsApp qui promet. Maintenant, il faut être réaliste. Qui chiffre? C'est WhatsApp qui chiffre. Donc, est-ce qu'on a confiance à ce que WhatsApp ne va jamais, jamais, jamais partager ces informations? Si WhatsApp est en train est capable de chiffrer, WhatsApp est capable de déchiffrer. Parce qu'on a vu un exemple, je sais pas, il y avait un cas de terroriste aux États-Unis avec donc un iPhone. Donc la personne a été en tout cas arrêtée, en tout cas elle était morte. Et donc, mais la FBI avait pu récupérer
son téléphone. Et donc, il y avait de l'encryption. Maintenant, qui pouvait décrypter? C'était Apple. C'était une grande discussion entre Apple et le gouvernement américain parce que Apple, en tout cas, Apple a dit qu'ils ne vont pas donner la clé de décryption. Donc, Apple a la clé. Bon, à un moment donné, la FBI était capable de hacker et donc d'aller sur le système. Bon, Apple s'est protégé, la FBI a eu les informations qu'elle voulait. Est-ce que dans le backdoor, est-ce qu'il y a eu échange entre les deux? On ne sait pas. Donc, sécurisé dans le sens où WhatsApp nous dit que la communication, elle est chiffrée. Donc, entre vous et moi, toute personne ou toute entité qui n'a pas la clé de chiffrement ne pourra pas voir les informations en principe. Ok? C'est peut-être la réponse que je pourrais donner là-bas. Merci beaucoup, professeur. Nous allons prendre une intervention. Monsieur Gueye, vous avez levé la main. Vous pouvez activer votre micro et Merci beaucoup, M. Cissé. Bonjour à tout le monde. Merci au professeur, M. Gueye, de nous avoir entretenus sur la question. Voilà, un exposé très brillant et très intéressant aussi. Bon, en fait, j'aimerais poser une question par rapport à un logiciel d'espionnage, Pegasus, quoi, que les États utilisent parfois pour traquer ou bien pour espionner les citoyens. Bon, en fait, on dit même que cette application est capable d'allumer l'écran de notre téléphone, bien d'enregistrer nos appels et aussi de lire nos messages, ou bien de copier nos numéros de téléphone, en fait. Donc, en tant que citoyen, comment peut-on, en fait, faire, ou bien existe-t-il des possibilités de protection pour les citoyens par rapport à ces genres d'applications d'espionnage à l'égard de Pegasus? Merci beaucoup. OK. Yes, so Pegasus, je pense que Abdoulaye a mentionné Pegasus au début de la présentation. Donc, bon, pour savoir est-ce qu'on peut réellement se protéger, il faut savoir comment l'application marche. Et ça, je pense pas qu'on a encore, en tout cas, tous les détails. Mais dans notre browsing, par exemple, je ne sais pas si les gens connaissent, on essaie de faire du browsing incognito, par exemple, pour éviter que Google euh, collecte ce que nous faisons. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait. On essaie d'utiliser aujourd'hui, en tout cas, les euh, peer-to-peer network pour ne pas passer par les réseaux traditionnels pour nous protéger. Je pense que pour le citoyen lambda, si aujourd'hui l'État ou les grandes puissances donc économiques, je parle des big tech, euh, essaient de faire de la surveillance, c'est très difficile pour le citoyen lambda vraiment de se protéger. La meilleure manière, c'est de limiter ce que nous partageons et ce que nous faisons sur l'espace cyber. Maintenant, je pense que l'autre aspect, et c'est là où les États interviennent pour aider, c'est la régulation. C'est pourquoi on a aujourd'hui la CDP au Sénégal et dans plus de 30 pays, donc des agences pour la protection des données personnelles. Parce que les populations elles-mêmes ne seront jamais capables en fait de se protéger contre ces big tech et ces gouvernants. Monsieur Gay, voilà, c'est ce que je pourrais apporter comme élément de réponse. Mais ouvert à d'autres, hein, si les autres veulent intervenir. d'accord, prof. En attendant, nous avons une question de Monsieur Élisée. Est-il techniquement possible de réglementer l'identité numérique, sachant que les éléments relatifs sont difficilement saisissables? OK. Bon, peut-être la dernière partie, les éléments qui sont relativement difficilement saisissables, peut-être qu'on parle de la biométrie là-bas ou autre, euh, mais
bon, je vais juste donner un élément de réponse. J'espère que donc l'intervenant, en tout cas la personne, Élisée pourra peut-être éclaircir. Mais l'identité numérique, je pense que c'est une des choses, en tout cas, les plus sensibles quand il s'agit donc de la transition aujourd'hui. Et c'est très important que ça soit quelque chose qui est détenu par l'État, par le pays. Donc, et une fois que le Sénégal est entièrement, donc, a entièrement le contrôle sur l'identité numérique des Sénégalais, elle peut mettre en place donc la réglementation. Maintenant, est-ce que techniquement, ça sera, donc on peut suivre la réglementation, c'est difficile. Et ça, c'est pourquoi c'est très, très important qu'il y a ce dialogue-là entre ceux qui écrivent la loi et ceux qui buildent les technologies. Parce que les deux doivent être en phase. La technologie doit être là pour la loi, pour la réglementation, et la réglementation aussi ne doit pas décaler ou déphaser de la technologie. Donc, on peut aujourd'hui mettre une loi qui est certainement pas implémentable, parce que tout simplement la technologie ne suit pas. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Élysée, mais est-ce qu'il est possible? Je dirais, si les deux ne sont pas en phase, ce ne sera jamais possible. Et c'est pourquoi il faut un dialogue constant aujourd'hui entre les technologistes et les social scientists. Je pense que Penda, ici, comprend bien ce que je dis. C'est quelque chose en quoi je crois vraiment. Abdoulaye. Merci beaucoup, professeur. Abdoulaye, est-ce que je peux parler? Oui, Allez-y. merci de parler. Merci beaucoup pour la contribution. Je m'appelle Élisée Tolna. Je fais ma thèse à l'Université Gaston Berger sur le droit à la vie privée à l'épreuve du numérique en Afrique. Et justement, dans une des parties de ma thèse, j'interroge la notion d'identité. Et la notion d'identité, elle est évolutive aujourd'hui. Justement, il y a une partie où je discute un peu de l'évolution de l'identité, notamment sur l'identité numérique. Et donc, il y a le Togo, par exemple, en 2020, avait pris adopté une loi pour essayer d'entamer une forme de régulation de l'identité numérique. Et le Togo a décidé en réalité de donner à chaque citoyen, chaque habitant, un numéro unique d'identification. Une tentative de régulation, je voulais dire. Et ce numéro contient aussi bien des données biologiques, des données démographiques, ainsi de suite, qui permettent de saisir, de maîtriser une personne sur le territoire. Alors, la particularité en est que cela ne concerne pas seulement les citoyens togolais, mais tout résident togolais. Donc, il y a une volonté quelque part de maîtriser les populations et donc d'avoir une mainmise en termes de politique publique sur les citoyens. Et il y a un chercheur, par exemple, comme Idriss Aberkan, qui dit qu'aujourd'hui, une superpuissance est définie par la maîtrise de sa population et un territoire connecté. Donc, la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que nous disposons, par exemple, au Sénégal, des moyens nous permettant d'aller dans ce sens-là? On va voir aussi avec l'idée de la, la carte biométrique, la carte nationale biométrique, carte nationale d'identité. Au Sénégal, il y a eu une loi qui a été adoptée allant dans ce sens-là. Donc, est-ce que l'objectif pour les États, ça sera définitivement de réglementer l'identité numérique pour pouvoir faciliter, comme l'a dit la loi togolaise, l'accès aux services publics et également l'émulation de l'économie numérique. Ça, c'est ma petite contribution. Très Et bien. j'ai une question. Alors, le modèle de régulation pose problème. Le modèle de régulation de la donnée au Sénégal pose problème. On vacille entre l'enjeu de protection des données à caractère personnel et la promotion de l'économie de la donnée. Et la marge, quelles sont
les éléments qui nous permettront vraiment, parce que tantôt les opérateurs économiques disent que la loi de 2008, la loi sur les données à caractère personnel, est contraignante pour pouvoir permettre une économie de la donnée. D'un autre côté, nous avons un système juridique qui ne nous permet pas de mettre en valeur justement les données qui sont aujourd'hui une mine d'or comme on le dit aujourd'hui. Donc, quel modèle de régulation on peut proposer pour le Sénégal? Donc, quelques éléments impertinents, certes, de contribution. Et je salue votre, votre présentation. Merci beaucoup. C'est très pertinent, merci Élisée. En fait, oui, l'identité numérique, c'est un sujet que je connais un peu, j'y travaille donc depuis un moment. Et je parlerai un peu donc des bénéfices d'avoir l'identité numérique. Je vais juste citer le cas de l'Inde, où par exemple, pour les services sociaux, pour channel de l'argent aux populations pour les aider, plusieurs choses. Avant, je pense, moins de 50% arrivaient à destination. Quand ils ont introduit l'identité numérique, et juste pour préciser, donc c'est vrai qu'il y a un numéro aléatoire qui est associé à chaque citoyen, et ce numéro, donc au niveau des bases de données donc, de l'État, est linké à mes données donc, biométriques. Donc, si Abdoulaye prend ce numéro et va faire quelque chose, il y a moyen de vérifier que ça c'est pas Hassan, mais c'est Abdoulaye. En tout cas, c'est pas Hassan, parce que le numéro est toujours de pair avec donc, les données biométriques de la personne. Et ça a permis à l'Inde de récupérer des milliards de dollars, en fait, de sauver des milliards de dollars par rapport aux services donc, sociaux. Pour dire que oui, l'identité numérique est un enabler pour l'économie. Maintenant, c'est vrai, ça donne aussi à l'État cette capacité de maîtriser la population. Le problème là-bas, ce n'est plus technique, c'est vraiment un problème sociopolitique. Comment mettre en place les régulations qu'il faut pour que l'État n'abuse pas de ce pouvoir qu'il a? Comment s'assurer et comment contrôler? La technologie peut revenir pour essayer de contrôler ça, de vérifier qu'effectivement l'État est en train de faire ça. Mais ce problème-là va maintenant au-delà de la technologie. Donc, la question, est-ce que c'est techniquement possible? C'est pourquoi j'ai parlé de l'interaction entre la loi et la technologie, parce que la technologie seulement ne pourra jamais régler le problème. Et bien sûr, la régulation, la loi seulement ne pourra jamais régler les problèmes. Donc, je ne sais pas c'est quoi la loi ou la réglementation que le Sénégal ou un autre pays doit mettre en place pour résoudre ce problème. Ce que je sais, c'est que si on n'allie pas les technologistes, ceux qui mettent en place cette identité, ceux qui implémentent, on les met dans la même chambre que vous, donc Élysée, ceux qui comprennent la loi, ceux qui savent comment protéger les populations, ceux qui savent quels sont les enjeux de protection de la population. Si on ne les met pas ensemble et qu'ils s'accordent autour de qu'est-ce que doit être la technologie et qu'est-ce que doit être la loi pour le bien des populations, on ne pourra jamais régler le problème. Donc, moi, si j'avais un conseil à donner à un État, c'est de s'assurer qu'on a de la capacité, on a les connaissances qu'il faut dans les deux domaines et que ces personnes-là soient ensemble dans la mise en place de la technologie, mais aussi dans la mise en place des lois. Nous avons une question de Madame Winnie Aïcha-Tièdre. Est-ce que les instruments juridiques de protection des droits fondamentaux au niveau communautaire sont adaptés aux nouvelles technologies, surtout sur la cybersurveillance et la protection des données? Je dirais, sans même savoir quels sont les instruments, je dirais que non. En tout cas, il faut revoir ces instruments parce que
quand même, la technologie a changé de manière, je dis, à 360 degrés. Aujourd'hui, si on prend AI, intelligence artificielle, qui, comme on a vu dans la vidéo, qui nous permet de regarder une personne et d'avoir toutes ces informations sur elle, je dis, les instruments doivent être revus. Maintenant, et réadaptés peut-être. Donc, sans même, parce que je dois avouer que je ne connais pas ces instruments juridiques, mais sans même les connaître, je dirais que au minimum, on doit les revoir. Parce que la technologie a tellement avancé et c'est pourquoi je redis la même chose. C'est important. C'est important que ceux qui sont autour de la loi se mettent sur la table avec ceux qui travaillent autour de la technologie pour s'assurer que la technologie est au service de la loi, mais aussi que la loi supporte la technologie. Les deux doivent aller ensemble. J'espère que j'ai en tout cas donné un élément de réponse sur la question de madame. Bien sûr, prof. Une autre question. À quand une loi africaine pour encadrer la cybersurveillance? Quel partage d'expérience sur le sujet dans d'autres régions? C'est le docteur Kofi de Africa Data Protection qui pose la question. Ok, j'ai vu qu'il y a une main donc, qui est levée. Peut-être que la main pourrait amener une réponse, peut-être, et après moi je vais ajouter ce que je pense. Je ne sais pas après, comme vous voulez, où je commence. Ok, il y a Ibrahim iPad qui Ouais. a levé. Oui, Ibrahim. Oui, bonjour, prof. C'est Ibrahim Khan. Ah, Comment bon, vas-tu? je vais très bien, Ça, merci. ça va. Mais merci pour tous ces éléments d'information, pour non seulement le cours, mais aussi tous les conseils que vous avez donnés. Alors, moi, ma question, elle se rapporte à cette tendance nouvelle qui se dessine dans nos pays et qui consiste à tout digitaliser. Pas seulement de la part des individus, des sociétés et autres, mais de la part de l'État. Et nous savons que euh, les structures qui sont chargées de euh, protéger ces données, en tout cas de les collecter et de les protéger, sont des structures qui ne sont pas faites par des Africains, qui sont faites par des institutions étrangères ou autres. Alors, dans un contexte pareil, euh, quels peuvent être les conseils que vous donnerez pour vraiment éviter que les données de toutes les populations, de pratiquement tous les États que je dirais pauvres, ne se retrouvent pas entre les mains de riches et qui contrôleraient ainsi nos économies, tous nos systèmes. Est-ce qu'il y a vraiment un moyen de se protéger contre cela? Merci, prof. J'ai mis donc ce slide pour votre question, mais peut-être la première question par rapport à quand une loi africaine. Je pense que je sais qu'au niveau donc de l'Union africaine, il y a une commission hein, qui s'active autour de la cybersécurité. On a donc des personnes, mais euh, la réalité, c'est qu'en Afrique, on est encore 54 pays. L'union doit être vraiment, en tout cas, doit devenir beaucoup plus une réalité. Et donc, quand une loi africaine, je pense que c'est un peu difficile. On a vu avec Malabo qu'il y a beaucoup de pays qui sont toujours pas encore signataires, hein. Et même les pays qui ont signé n'ont pas encore commencé à implémenter. Donc, il y a beaucoup à faire, franchement, pour harmoniser et pour euh, achieve, donc se retrouver dans cette Afrique où on a une loi qui dirige tout. Mais on espère que ça va venir. Maintenant, peut-être sur la question de Ibrahima est très enchanté. J'ai mis
ce slide parce que c'est important. Ça parle de ce que vous mentionnez un peu, que les technologies, en fait, on tend à tout digitaliser et il faudra qu'on s'arrête et on se pose des questions. Moi, je suis technologiste, hein, full disclosure, mais il faut qu'on s'arrête et on se pose des questions sur est-ce que ces technologies-là vont faire ce qu'elles sont supposées faire? Est-ce que ces technologies protègent nos dignités? Est-ce qu'on n'est pas en train de creuser l'écart entre les riches et les pauvres, entre ceux qui vivent dans les zones rurales et autres? Est-ce qu'on est en train de nous rendre moins sécurisés? Ça, c'est un challenge que les Nations Unies ont lancé et qui a donc donné naissance à des principes, je dirais, c'est des principes ou des notions euh, qui définissent qu'est-ce que les technologies doivent être. Qu'est-ce qu'on doit avoir comme technologie et quels sont les requirements, quelles sont les conditions à mettre sur le développement de technologies pour que, comme mon prof disait, on n'est pas en train de, souvent j'ai dit, we are selling our soul to the devil. Donc, notre âme au diable. On n'est pas en train de vendre notre âme au diable. Et ça, pour moi, donc ça, c'est pas scientifique, c'est personnel comme opinion, en tout cas par l'expérience que j'ai eue. En sécurité, on dit, if you did not build it, you cannot secure it, you cannot protect it. Tant qu'on continue à être des consommateurs de technologie, tant qu'on n'est pas capable de contextualiser la technologie pour que la technologie vienne pas pour détruire, par exemple, les normes sociaux, mais plutôt pour renforcer. Tant qu'on n'est pas capable de prendre une technologie et de l'adapter à notre condition de vie, à nos réalités, on n'est toujours pas sur la bonne voie. Donc, pour répondre à votre question, prof, je pense que la, donc, le travail primordial pour l'Afrique aujourd'hui, c'est de développer la capacité. C'est de développer la capacité, pas seulement technique, il faut absolument la capacité technique pour pouvoir build, donc construire les technologies dont nous avons besoin. Et comme ça, c'est adapté à nos réalités. Mais il faut aussi avoir les connaissances socio-économiques qui sont nécessaires pour orienter le développement de ces technologies, pour qu'ensemble, on fait ce que donc no, Guterres was saying, that we are, we are maximizing the benefits. Et donc, on est là pour faire du bien et pas pour exposer les populations. Et donc, les données non données qui vont vers les big tech, c'est juste un aspect du problème. C'est un grand aspect parce que les données, c'est plus que l'or, c'est plus que le pétrole, parce que ça, c'est des choses qu'on utilise une seule fois, qu'on n'a pas sur plusieurs places en même temps. Les données, on les a partout. C'est la même donnée qu'on a ici et ailleurs en même temps et qu'on peut utiliser en même temps. On ne peut pas faire ça avec l'or. Donc, les données, c'est au-delà de l'or. Donc, c'est très, très important. Et les pays, aujourd'hui, en fait, mettent en place des lois sur la souveraineté et la localité des données. Par exemple, quand on collecte des données au Sénégal, que ces données-là restent au Sénégal. Il y a la loi. Ce qui manque aujourd'hui dans beaucoup de pays, c'est les capacités maintenant techniques pour implémenter cette loi-là. Parce que si on continue à utiliser l'email de Google pour communiquer dans le gouvernement, on a beau avoir une loi qui nous dit les données doivent être souveraines, les données doivent être locales, elles ne le sont pas. Si aujourd'hui, on n'est pas capable de garantir une communication entre Saint-Louis et Dakar qui reste au Sénégal, et je dis ça parce qu'on a fait des expériences, en tout cas pas au niveau national, mais entre le Rwanda aujourd'hui et le Sénégal, quand on communique
la majorité de la communication passe par l'Europe et revient. Donc, et tout le monde qui est sur la route peut avoir une copie et garder. Donc, tant qu'on n'est pas capable de maintenir la communication au niveau national, que la communication ne sort pas du Sénégal, on n'est pas on n'est pas encore sur la souveraineté des données, on n'est pas encore sur la localité des données. Donc, prof, pour répondre à votre question, je pense qu'il faut qu'on cesse d'être des consommateurs de technologie. Il faut qu'on commence à être des producteurs de technologie et qu'on soit capable de produire les technologies dont nous avons besoin, qu'on les contextualise pour qu'elles soient adaptées à nos réalités, à nos besoins et à ce que nous voulons faire de ces technologies. Au lieu que d'autres personnes viennent nous pousser des technologies, dumpent des technologies sur nous, et après, bien sûr, avoir accès sur tout, sur nos données, sur nos communications, mais sur notre argent. Parce que demain, si on a besoin de faire évoluer la technologie, on va aller retourner vers eux pour qu'ils nous aident à faire évoluer la technologie. Donc, building capacité dans tous les domaines est primordial pour moi. Prof, j'espère que j'ai répondu à votre question. Très, très bien. Et puis, c'était surtout aussi à l'intention des jeunes doctorants et autres parce que ils sont l'avenir de ce continent-là et c'est à eux aussi de penser maintenant à travailler et à agir dans cette direction-là. Mais merci d'avoir ouvert en tout cas nos yeux et nos oreilles sur ces questions primordiales. Je n'ai pas pu lever la main, je n'ai pas vu l'icône, mais j'avais une question. Bien sûr. Oui, c'est Mamadou Korka Diallo, étudiant en Master 2 en système d'information à l'Université Alioune Diop de Bambey. Bonjour Korka. Bonjour, monsieur. Je vais aller dans un autre contexte. Aujourd'hui, nous avons des pays qui disent avoir surveillé un groupe de personnes pendant quelques années à travers leurs appareils téléphoniques de talkie-walkie et les faire exploser à un moment bien défini de manière instantanée. En partant des informations que la majeure partie de la population mondiale aujourd'hui détient des smartphones, ma question va dans le sens où n'est-il pas un danger pour l'humanité que ce genre de technologie tombe dans les mains des malfaiteurs? Merci Korka, bonne question. Et il faut définir même c'est quoi malfaiteur. C'est très relatif. Je pense pour le Hamas, Israël est un malfaiteur et vice-versa. En fait, il y a un proverbe militaire qui dit l'ennemi est toujours con. Il pense que nous sommes l'ennemi alors que c'est lui l'ennemi. Maintenant, je pense que la question elle est très pertinente sur, voilà, si on exporte ou si on importe la technologie, si on nous fournit la technologie et on n'est pas capable de tester ce qu'il y a dedans. Parce que dans le cas des talkie-walkie, euh, ce qui n'a pas été fait, en tout cas par les victimes, c'était de faire des tests de sécurité pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui tourne qui ne devait pas tourner sur les talkie-walkie. Donc, dans la sécurité, il y a deux choses. Quand quand on a une solution technologique, on se pose d'abord la question, est-ce que la solution est en train de faire ce qu'elle est supposée faire? Ça, c'est la première question qu'on se pose. La deuxième question, et ça, c'est là où vient la sécurité, c'est est-ce que la technologie est en train de faire ce qu'elle n'était pas supposée faire? Et ça, c'est une question beaucoup plus difficile à répondre. Mais il nous faut les moyens. Il nous faut les moyens pour tester ça. On a vu des cas où ce n'était pas des talkie-walkie, mais on a acheté des machines Windows, ok? Des machines donc Windows qu'on a juste pris comme ça. On fait des tests de sécurité dessus et on a vu qu'il y a des backdoors, par exemple, que la machine est en train de communiquer et rien n'a été installé, mais la machine est capable de communiquer avec une machine distante.
il nous faut savoir tester ça. Il nous faut savoir, au moins si on n'est pas capable de construire la machine nous-mêmes, nous devons être capables de tester, de savoir est-ce que cette machine fait ce qu'elle est supposée faire et elle n'est pas en train de faire ce qu'elle n'est pas supposée faire. En tout cas, euh, tant qu'on n'est pas arrivé à ce niveau-là, c'est qui le malfaiteur? C'est l'autre malfaiteur qui va définir c'est qui le malfaiteur. Mais il y a un qui va abuser de l'autre parce que l'autre ne sait pas. Si nous ne voulons pas être dans ce cas où a été, en tout cas, donc, le Hezbollah, il nous faut savoir ou bien développer ou au minimum tester. Ok, ok, ok. Merci, merci. Une toute dernière question pour Claude, prof. Pensez-vous que le privacy by design et le privacy by default puissent être une solution pour protéger la vie privée des populations dans ce contexte de sophistication continue des artefacts technologiques? Definitely. Dans le principe que j'ai partagé tout à l'heure avec les Nations Unies, donc une des recommandations, en tout cas, qu'est-ce que la technologie doit être? La technologie doit être secure by design. OK, je reprends mes mots. Pendant le design, on doit faire de notre mieux pour garantir autant que possible la sécurité. Je dis ça parce que on va jamais avoir la sécurité à 100%. Pendant le design, on doit faire tout ce qu'on peut pour prendre en compte la privacy. On doit aussi euh, prendre en compte le fait que si demain, il y a un security breach, si demain notre solution de sécurité n'est plus valide, si demain notre solution de privacy n'est plus valide, est-ce qu'on a des moyens de tester ça d'abord? Parce que quelquefois, on est attaqué et il nous faut plusieurs années pour savoir qu'on a été attaqué. Ça, c'est pas bien. Donc, il faut savoir que notre solution ne marche plus. Il nous faut aller, en tout cas, dans un autre sens. Donc, privacy by design, security by design, c'est important. Cette idée de design now, build now and fix later, qu'on a, donc c'est un principe qu'on a tout le temps avec les entreprises de technologie. Euh, Ça, il faut qu'on cesse. Il faut que dès le début, on pense sécurité, privacy, safety et tout. Maintenant, est-ce qu'on aura tout? Non. Mais il nous faut avoir les moyens aussi de corriger, de vérifier et de corriger. Je pense que c'est ça ce que je pouvais dire sur ça. J'ai vu une question qui m'intéressait un peu sur le chat. La durée limitée. Je pense que ça, c'est K qui a, qui a mentionné ça. C'est très important. En tout cas, aujourd'hui, donc la loi européenne, il y a le droit à l'oubli, forgetting rights. C'est quoi? C'est que, bon, c'est quand même assez contraignant, mais on essaie de pousser ceux qui collectent les données euh, pour des raisons, pour même une bonne raison, de donner le droit aux populations de dire forget me, c'est-à-dire enlève toutes les données me concernant et me prouver, et ça c'est le plus difficile, me prouver que ces données-là ont été enlevées. Parce que si je fais un delete sur ma machine, ça ne veut pas dire que le fichier est enlevé. En fait, le fichier est sur la corbeille. Si on va dans la corbeille, on va retrouver ça. Et même si on l'enlève de la corbeille, en fait, il y a toujours moyen de retrouver. Donc, comment on va pousser en tout cas les collecteurs de données à donner l'option d'oubli et la garantie d'oubli? Ça, c'est une question en tout cas qui est sur la table dans les lois européennes. C'est quelque chose qu'on doit considérer, bien que c'est quelque chose de difficile. Abdoulaye, à toi. Merci beaucoup, professeur. Nous voilà au terme de ce séminaire.
Les présentations et échanges ont été très instructifs. Je tiens particulièrement à vous remercier chaleureusement au nom de toute l'équipe du LASPET. Nous avons vraiment beaucoup appris grâce à vous. Je remercie également tous les participants. Prof, je vous donne le mot de la fin et je vous invite à vous connecter pour le prochain séminaire. Donc, nous vous communiquerons prochainement la date et le thème qui a été retenu. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdoulaye. Yep, Penda, allez-y. Non, non, je voulais juste dire, wow, vraiment, c'était une leçon de maître, vraiment. Merci pour toutes pour déjà le diagnostic qui est extrêmement précis et clair, et les pistes de recommandations, mais aussi les pistes de recherche. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. Nous, les chercheurs, nous savons où diriger, en fait, nos intérêts de recherche. Merci beaucoup pour le temps. Merci pour l'immense qualité de cette présentation. Vraiment, au nom de tout le laboratoire et de l'UGB, thank you so very much, Prof. It was a pleasure. Merci beaucoup, Abdoulaye. C'était un grand plaisir. Merci à tout le monde.